Certaines personnes dans le pays soulèvent encore... Mars 2025. Quelque chose d'étrange se passe. Le guide suprême de l'Iran, Ali Khamenei, décide de s'exprimer publiquement sur d'éventuelles négociations avec les États-Unis. Et ce qu'il dit révèle tout sur la façon dont le régime pense. Je veux dire que si le but des négociations est la levée des sanctions, négocier avec l'administration américaine n'aboutira pas à la suppression des sanctions. Cela va renforcer davantage les sanctions. Khamenei avertit. Ne faites pas confiance aux Américains. Tout accord avec eux est un piège. Négocier, c'est se rendre. Cet état d'esprit, cette méfiance absolue, c'est ce qui va pousser le régime à commettre une erreur fatale 11 mois plus tard. Le 6 février 2026, à Mascate, capitale d'Oman, Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de l'Iran, s'assoit dans une salle de réunion. De l'autre côté, il y a Steve Witkoff, envoyé spécial de Trump, et Jared Kushner. Entre eux, le ministre des Affaires étrangères d'Oman joue le rôle de médiateur. Pour la première fois depuis la guerre de juin, les Iraniens et les Américains reprennent les négociations. Ce sont des heures de discussion indirectes. Pendant ce temps, le monde observe, plein d'espoir. Lorsque cela se termine, Araghchi se rend directement à la télévision d'État iranienne et commet l'erreur. Il annonce que l'Iran est prêt à négocier sur le programme nucléaire, mais il ajoute aussitôt « Notre programme de missiles balistiques n'est pas sur la table. Ça ne l'a jamais été, ça ne le sera jamais, ce n'est pas négociable. » Sauf que pour le gouvernement américain, cette déclaration ferme la porte. Il n'y a pas d'accord. La raison ? Quelque chose qui s'est passé 9 mois plus tôt, le 13 juin 2025. Israël lance l'opération Lion naissant. Des vagues de frappes aériennes contre l'Iran, mais cette fois, la cible n'est pas seulement des installations militaires. Israël vise les personnes. En quelques heures, plus de 20 commandants supérieurs des gardiens de la Révolution sont éliminés. Parmi eux se trouvent le général Mohammad Bagheri, chef d'état-major, le général Hossein Salami, commandant des gardiens de la Révolution, le général Amir Ali Hajizadeh, l'homme qui a construit le programme de missiles iraniens. Tous sont morts. La direction militaire de l'Iran est décapitée. L'Iran réagit alors en lançant des centaines de missiles balistiques contre Israël. Et, pour la première fois, il fonctionne. Il perce les défenses et cause de vrais dégâts. Les Américains observent et décident d'entrer en guerre. 22 juin 2025. Opération Marteau de minuit. 7 bombardiers, B-2 Spirit, décollent du Missouri, volent 37 heures d'affilée jusqu'en Iran, avec plusieurs ravitaillements en vol. Chacun transporte des bombes GBU 57 14 tonnes chacune, conçues pour percer 60 mètres de béton armé. Les cibles, Fordow, Natanz et Ispahan, les 3 principales installations nucléaires iraniennes, construites au cœur des montagnes pour être indestructibles. Des décennies de travail nucléaire disparaissent en quelques minutes. Et puis, le 24 juin, Trump annonce un cessez-le-feu. La guerre de 12 jours prend fin. Avançons maintenant de 9 mois, jusqu'en février 2026. L'Iran revient à la table des négociations, militairement brisé. Sa direction a été décapitée, le programme nucléaire détruit, mais dans l'esprit du régime, ils ont découvert quelque chose de crucial. Les missiles balistiques ont fonctionné. Pendant ces 12 jours, ils ont percé les défenses israéliennes. Et maintenant, assis à Oman, les Iraniens refusent de négocier précisément la seule chose qui a fonctionné. À leurs yeux, les missiles sont leur assurance vie. Donald Trump rend la position américaine parfaitement claire lors d'une conférence de presse. Si l'Iran avait proposé cet accord il y a 2 ans, nous l'aurions accepté, mais maintenant, nous avons constaté les capacités et les dégâts réels des missiles iraniens. C'est pourquoi nous voulons inclure le programme de missiles dans tout accord. 2 heures après la fin des négociations à Oman, les États-Unis annoncent de nouvelles sanctions.
14 navires de la flotte fantôme iranienne, 15 entités liées au transport illégal de pétrole. Le message est clair, si vous ne cédez pas, nous continuons à mettre la pression, mais les sanctions ne sont qu'une partie de la pression. Revenons à octobre 2025. La banque Hyundai, l'une des plus grandes banques privées d'Iran, s'effondre. 5 milliards de dollars ont été perdus dans des prêts douteux pour des projets liés au régime. La banque attirait les déposants en offrant des taux d'intérêt absurdes. Un inspecteur du gouvernement a qualifié cela de système de Ponzi. Lorsqu'elle fait faillite, des milliers de familles iraniennes perdent tout. La banque centrale imprime de l'argent d'urgence pour tenter de combler le trou. Le résultat ? La monnaie s'effondre. Quelques mois plus tard, en décembre, le rial atteint 1 400 000 pour $1. L'inflation explose, le prix de la nourriture s'envole, les rues se remplissent de manifestations. Et puis vient le moment le plus révélateur. I agree with you. We're at the beginning of the boom. I go back 2 seconds. 5 février 2026, Washington, D.C. Scott Bessent, secrétaire du Trésor, témoigne devant la commission bancaire du Sénat. Il explique froidement la stratégie américaine, disant « Ils ont créé une pénurie artificielle de dollars en Iran. Le résultat a été la faillite de la banque Hyundai, la ruée bancaire, l'impression effrénée de monnaie, l'effondrement de la devise. Et puis, Bessent dit quelque chose d'extraordinaire. La bonne nouvelle, sénateur, c'est que nous voyons les dirigeants iraniens transférer de l'argent hors du pays comme des fous. Les rats quittent le navire. C'est un bon signe qu'ils savent que la fin pourrait être proche. Les services de renseignement américains suivent les transferts, voyant des fortunes être déplacées. L'élite du régime s'enfuit avec l'argent. Pendant que l'élite s'enfuit, le régime passe à l'attaque. Le 3 février 2026. Détroit, d'Ormuz. 3 jours avant les négociations à Oman, 6 vedettes, des gardiens de la Révolution, encerclent le pétrolier américain, Stena Imperative, armé de mitrailleuses de calibre 50, et ordonnent par radio « Coupez les moteurs et préparez-vous à être abordés ». Le capitaine ignore l'ordre et accélère. Le destroyer USS McFall s'approche avec une couverture aérienne. Les vedettes battent en retraite. Le même jour, un chasseur américain abat un drone iranien qui s'était approché du porte-avions USS Abraham Lincoln. L'Iran était déterminé à fermer le détroit par lequel transite 20% du pétrole mondial. 2 jours plus tard, le département d'État des États-Unis publie une alerte de sécurité. Tout citoyen américain en Iran doit partir immédiatement. Si vous ne pouvez pas partir, faites des réserves d'eau, de nourriture et de carburant. Préparez-vous à rester à l'abri. Les compagnies aériennes annulent leurs vols. Internet peut être coupé à tout moment. Si vous devez fuir par voie terrestre, passez par l'Arménie ou la Turquie. Maintenant, prenez un moment pour réfléchir. Personne n'écrit ce genre d'alerte en espérant la paix. C'est le langage de quelqu'un qui se prépare à la guerre. Et il y a un autre signe. L'administration Trump reçoit des figures de l'opposition iranienne en Floride. On ne planifie pas un gouvernement d'après-guerre si l'on croit que le régime actuel va survivre. Il est très clair que Washington a un plan B, et que ce plan B, c'est le changement de régime. Juste après les négociations, lors d'une interview, Arakti a clairement exprimé la menace iranienne. Il a dit « Si l'Amérique nous attaque, nous n'avons pas la capacité de frapper le territoire américain. Nous attaquerons donc les bases américaines dans la région, ce qui plongera toute la zone dans la guerre. » C'est une menace réelle. Pendant ce temps, la deuxième série de négociations est prévue. Et tout indique que cela échouera aussi. Après tout, l'Iran a déjà clairement indiqué qu'il ne négocie pas ses missiles. Ils savent que sans eux, le régime tombera. D'un autre côté, les États-Unis n'acceptent pas un accord qui laisse les missiles intacts. C'est une impasse, sauf que le temps de l'Iran est compté. Ils ont désespérément besoin d'un allègement des sanctions. Ils doivent recommencer à vendre du pétrole. Ils ont besoin de dollars. Mais ils essaient de faire l'impossible. Obtenir l'accord économique et garder les missiles. Ces deux choses ne peuvent pas exister ensemble. Chaque jour, la pression augmente.
Les procès et les protestations s'intensifient. L'argent s'enfuit, l'élite abandonne le navire. À un moment donné, quelque chose va céder. Cela peut être une révolte qui renverse le régime, un effondrement économique total, ou encore une nouvelle guerre, cette fois pour terminer ce qui a commencé en juin. L'erreur de l'Iran n'a pas été d'aller à Oman pour négocier, mais de s'asseoir à cette table et de refuser la seule carte qui aurait pu les sauver. Ils ont choisi les missiles, ils ont misé sur un bluff alors qu'ils n'avaient plus de jetons sur la table. L'horloge tourne. La deuxième série de négociations est prévue pour cette semaine. Les prochains jours vont déterminer si nous avançons vers un accord historique, ou vers ce que beaucoup considèrent comme la plus grande guerre au Moyen-Orient depuis des décennies. Si vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe en temps réel, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Je vais continuer à suivre chaque mouvement de cette histoire et à vous apporter tous les détails. À la prochaine vidéo.